Merci d'être venu. Je rappelle juste le déroulé du séminaire. Enfin, pas tout, bien sûr, hein, puisque vous avez, pour la plupart d'entre vous, suivi depuis le départ. Il y a 2 séances avec Bernard. On avait beaucoup insisté sur les régimes complémentaires de retraite en France. Et puis, donc on suppose que c'est la réforme qui va arriver, hein, c'est-à-dire transformer en points ou en compte notionnel l'ensemble du système de retraite français. Et puis, le mois dernier, j'étais pas là, mais Bernard accueillait Gaël Coron, qui est un de nos collègues qui on travaille avec Lucie Aproverse, que je vais présenter tout de suite. Donc Gaël a abordé la question européenne, la question des piliers, la question, je pense, de la jurisprudence européenne. Et donc là, aujourd'hui, on fait une 2e séance internationale, si vous voulez. Lucie Aproverse va présenter le système de retraite états-unien. Alors Lucie, tu es économiste. Tu as travaillé à l'Institut à l'IRES, hein, l'Institut de recherche économique et sociale, à l'Association internationale de sécurité sociale, la ISS, au Conseil d'orientation des retraites aussi. Voilà, donc Lucie, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble avec Bernard. Ouais, avec Bernard, ça fait ouais. 20 ans. Avec Ouais. moi, ça fait 15 ans, Ouais. à peu près. Donc, ça fait longtemps. Enfin, je ne suis pas là pour raconter ma vie, hein, mais c'est pour expliquer le réseau de chercheurs aussi que vous avez l'occasion de côtoyer dans les séminaires. Gaël aussi, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps. Et donc, tu as fait ta thèse sur le système des retraites aux États-Unis. C'était avec Andréani ou... Non, c'était Boyer ? Bernard Gazier. Non, Gazier, pardon. C'était avec Bernard Gazier. Et on continue donc nos activités de recherche avec Lucie à l'Institut européen du salariat à Nanterre. Hein, vous le savez, certains d'entre vous ont lu les notes quand elles paraissaient, les notes de l'Institut européen du salariat. Voilà, et puis je vais te laisser intervenir pendant 45 minutes, 1 heure, le temps que tu veux. Tu regardes quand même l'heure. Ouais. Et puis ensuite, on fera un échange avec la salle. Ouais. Voilà. Donc je te laisse. Vas-y, tu as un petit micro là. Il suffit que je le Pardon, j'ai touché à quelque chose, excusez-moi. Je pense qu'il ne fallait pas, peut-être. Oui, ok. Il faut juste que je sois suffisamment proche. Ok. Si vous n'entendez pas, vous me le dites, s'il vous plaît. On m'a dit que c'était possible d'avoir un micro en cas de besoin. Alors, je vous propose un voyage assez loin. Les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Notamment pour la protection sociale aux États-Unis, ce qui est très, très défaillant, c'est le système d'assurance maladie. Même aujourd'hui, avec les Obama a amélioré le système, mais c'est encore un système très, très bancal. Par contre, le système de retraite a des éléments qui ressemblent à celui de la France. L'essentiel du système de retraite américain est un grand système national par répartition. C'est financé par des cotisations patronales et salariales. Et ça existe depuis à peu près... Enfin, c'était fondé en 1935. Donc, c'est un système ancien et qui marche bien, disons, et qui est très, très populaire. Excusez-moi, je vais éteindre mon téléphone parce que ça ferait un bruit horrible. Excusez-moi. Voilà. Donc, je vais parler de ce système de retraite public national. Je vais aussi parler un peu,
oui, des systèmes d'entreprise, ceux qui sont responsables des fameux fonds de pension, mais qui sont beaucoup plus aujourd'hui, je le démontrerai un peu, aujourd'hui c'est beaucoup plus un système d'épargne salariale qu'un système de retraite. C'est-à-dire que ça permet à des salariés de constituer une épargne pendant leur carrière, mais ça ne verse pas de pension ou très peu de pension. Donc je considère que ce n'est pas un système de retraite. Le vrai socle, le vrai système de retraite, c'est ce système public, ce grand système public. Alors, ce système était fondé, c'était une des pièces maîtresses de ce que les Américains appellent le New Deal. On l'a traduit récemment en France par la Nouvelle Donne, c'est-à-dire un ensemble de mesures promulguées par le gouvernement de Franklin Roosevelt. Et le système a été créé en 1935, le système de retraite, en même temps que d'autres dispositifs sociaux. Et c'était en plein pendant la crise. En France, quand on dit la grande crise aux États-Unis, on pense à 1929. Mais 1929, ce n'était pas la crise, c'était le déclenchement de la crise. C'était un krach boursier. Mais la grande crise a duré bien plus longtemps. La grande crise a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, 1935, c'était en plein milieu. Je pense qu'il faut comprendre l'importance qu'a eu cette crise dans la mentalité américaine. Les Américains l'appellent eux-mêmes the Great Depression. La Grande Dépression, avec des majuscules, grande comme la Grande Guerre, ou la Seconde Guerre mondiale, la Grande Depression, la Grande Récession. Et c'était l'événement marquant pour énormément de gens au XXe siècle. Vous savez très bien comme moi qu'il n'y a pas eu de guerre sur le sol des États-Unis. Les États-Unis ont participé, bien sûr, à la Deuxième Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale, mais il n'y a pas eu de guerre sur le sol américain. Donc, la grande épreuve pour le pays, en fait, c'était cette grande récession économique. En 1935, je pense qu'il y avait 25% de chômage, ce qui était complètement inédit. Une détresse sociale, une détresse économique et psychologique. Il y a eu énormément de propositions, ça a foisonné de propositions politiques pour enrayer la récession. Et ces propositions, il y en avait pas mal qui étaient centrées autour des personnes âgées. C'est-à-dire l'idée étant qu'il y avait trop de travailleurs, trop de chômeurs, donc il fallait que les personnes âgées s'écartent du marché du travail et qu'il fallait leur donner des pensions. Un des mouvements les plus connus, c'était en Californie. C'est toujours en Californie qu'il y a des choses les plus étranges qui trouvent leurs origines. Moi-même, je suis de Californie. Ce mouvement, c'était mené par un médecin qui s'appelait Townsend. Et ce médecin a dit qu'il fallait... il appelait un régime qui tournait de retraite, de pension. Ce qu'il voulait dire, qu'il fallait que toutes les personnes au-dessus de 60 ans aient une pension très généreuse. C'était équivalent à peu près au salaire moyen à l'époque. Et ça aurait été servi dans une monnaie particulière qui aurait été fongible. C'est-à-dire que cette monnaie, il fallait la dépenser dans le mois suivant ses réceptions. Et après, ça disparaissait. Alors, on peut en rire, mais ça ressemblait quand même pas mal à certaines choses qu'a dit Keynes après. L'idée que donner de l'argent public et que ça serait dépensé pour l'économie, pour le plus grand bien de l'économie.
Alors, ce qui s'est fait, ils n'ont pas adopté ce programme-là, mais ça a eu une influence politique importante quand même. Il y avait beaucoup de manifs pour des pensions sponsorisées par ce groupe et par d'autres groupes. Ce qui s'est passé en 1935, il y a eu une loi qui s'appelait la loi sur la Social Security, sécurité sociale. J'insiste un peu sur le nom parce que les Américains ont inventé le terme sécurité sociale à ce moment-là. Le terme qui est devenu, qui a été emprunté plus tard en France, ailleurs, l'association de régimes pour lesquels j'ai travaillé à Genève s'appelle l'Association internationale de la sécurité sociale. Donc, on utilise ce terme en comparaison internationalement. Mais c'était inventé par des Américains. Il n'y a pas beaucoup de Français qui le savent. Alors, cette loi de 1935 avait plusieurs volets. Ça a établi une assurance chômage. Avant, il n'y en avait pas. Mais l'assurance chômage était un peu étrange. C'était géré par chaque État. Donc, ce n'était pas un programme national. Il y avait des aides du gouvernement fédéral, mais c'était chaque État. Et c'est toujours le cas d'ailleurs aux États-Unis. L'assurance chômage est toujours gérée État par État. Ensuite, il y avait une revenu d'assistance pour les personnes âgées qui a été créée à ce moment-là, à effet immédiat. Bon, ce n'était pas le montant dont rêvait le Dr Townsend, mais c'était quand même une assistance, un revenu immédiat pour les personnes âgées. Et il y avait le régime de retraite. Ce régime de retraite, aujourd'hui, les Américains l'appellent couramment Social Security. J'insiste encore un petit peu sur le nom, parce qu'en France, quand on dit sécurité sociale, on pense tout de suite à l'assurance maladie, qui n'existe pas aux États-Unis. Mais il y a ce système de retraite publique, qu'eux, ils appellent Social Security. Ça crée des quiproquos parfois parce que, du coup, les Français ont tendance à penser que les Américains ont absolument rien en assurance sociale, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce régime, établi par la loi en 1935, n'a pas fonctionné immédiatement. C'était un régime national, donc c'était pour tous les États pareil. Et ça, c'était inédit aux États-Unis. Il n'y avait aucun système de protection sociale national. Donc, il fallait que la Cour suprême décide si oui ou non c'était constitutionnel. Ce n'était pas gagné d'avance. Le système de chômage, c'était par État, donc ça ne posait pas les mêmes problèmes. Hein. Mais là, c'était national. Ça a été autorisé par la Cour suprême et ça a commencé à collecter des cotisations en 1937 et les premières pensions ont été versées en 1940. Donc, ça n'a pas commencé à fonctionner immédiatement en 1935, mais pas longtemps après. En 1935, il y a eu quand même l'assistance pour les personnes âgées. À cette époque, en 1935 et un peu avant, il y a eu des discussions au sein de l'administration de Roosevelt sur la possibilité d'instaurer une assurance maladie nationale. Roosevelt lui-même a refusé que ce soit mis dans la loi. Je pense que lui, il se disait que déjà, il avait peur que le système de retraite ne passe pas. Et il pensait que s'il y avait un système d'assurance maladie en plus, ça aurait d'autant moins de chances de passer. Donc, c'était comme ça. Et il n'y a jamais eu, depuis, de système national d'assurance maladie.
Alors, ce régime de retraite, il y a quelques principes établis à ce moment-là qui ont beaucoup été conservés et respectés depuis. Les cotisations sont prélevées sur les salaires. Il y a une répartition 50-50 entre l'employeur et les salariés. Et c'est toujours été 50-50. Je trouve en fait que c'est pas idiot comme politique, parce que ça veut dire qu'on peut discuter du niveau des cotisations, mais on ne discute pas de qui paie quoi. Hein? C'est toujours 50-50. La pension augmente avec le niveau de salaire, mais ce n'est pas proportionnel. Donc, les gens qui ont des salaires bas ont un taux de remplacement plus élevé que les gens avec un salaire élevé. Et il y a un plafond pour les cotisations, mais qui est assez haut. Hein. C'est beaucoup plus que le salaire moyen. Donc, les gens payent jusqu'à ce plafond. Il y a eu... j'ai dit que ce système était national. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'était pour tous les États et tous les salariés du secteur privé. Mais les salariés du secteur public étaient exclus. Ils ne pouvaient pas participer à ce système. La raison, c'est assez simple. Enfin, oui. En fait, les salariés du secteur public, en général, ils avaient déjà des systèmes de leurs employeurs. Donc, on pensait qu'ils n'avaient pas besoin d'un système national. Plus tard, il y a eu le système de sécurité sociale s'est ouvert aux salariés du public. Aujourd'hui, la plupart des salariés du public sont dedans, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il y a des salariés du public qui ne cotisent pas au système national. Ensuite, il y a eu en 1939, juste avant que ça commence à payer des prestations, la législation a été modifiée pour instaurer des prestations pour les familles des retraités, pour les épouses et les enfants. Il a un caractère familial peut-être plus prononcé qu'en France, enfin, je ne sais pas. Il y a des pensions pour les veuves, maintenant pour les veufs aussi. Par exemple, si quelqu'un décède, ses enfants survivants ont une pension de la sécurité sociale. Moi, j'ai des amis dont le père était mort quand ils étaient relativement jeunes. Et ils ont touché une petite pension du système de sécurité sociale. Donc, il y a un volet familial assez important. Ensuite, alors je vais vous assommer avec une graphique. Enfin, je ne sais pas. C'est celui-ci. C'est marqué Social Security, je dis dans mon meilleur accent américain. Et ça montre la pension moyenne rapportée au salaire moyen entre 1940 et 2013. C'est moi qui ai fait les graphiques à partir de données qui sont publiées par l'administration de la Sécurité sociale. Alors, je voulais utiliser ce graphique pour parler de l'indexation des pensions, du système d'indexation des pensions. Parce que je pense que ce graphique montre certaines choses par rapport à la politique américaine. Alors, quand je dis pension moyenne, c'est toutes les pensions de retraite de tout le pays. Salaire moyen, c'est tous les salaires, y compris le secteur public, tous les salaires. On voit qu'aujourd'hui, la pension moyenne est à peu près 35-36% du salaire moyen, aujourd'hui. Alors, vous me direz que ce n'est pas beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup si on compare au système français, y compris les retraites complémentaires. Ce n'est pas très, très loin du régime de base quand même français, si on prenait ça tout seul.
Et ce n'est pas non plus, ce n'est pas rien. Ça pourrait être plus, mais ce n'est pas rien. Alors, ce qu'on voit dans le graphique apparaître assez clairement, c'est que il a commencé à payer des pensions en 1940. En 1940, c'était 27%. La pension moyenne était 27% du salaire moyen. Et on voit dans le graphique que ça dégringole après. Ça dégringole jusqu'en 1950. Pourquoi? Parce que le Chambre des représentants et les sénateurs n'ont pas augmenté les pensions. Il n'y avait aucune indexation automatique et ils n'ont pas augmenté les pensions pendant toute la période. Donc, les pensions ont dégringolé par rapport au salaire. Surtout, c'était une période de guerre après 1945 où les salaires avaient tendance à augmenter en plus. En 1950, ils ont décidé d'augmenter la pension de beaucoup, tout d'un coup. Je pense que politiquement, c'est important parce qu'en fait, le système aurait pu mourir. S'ils avaient continué à ne pas augmenter les pensions, le système serait mort. Ça serait devenu, la pension serait tombée à 10%, 0%. Ça n'aurait eu plus aucune validité. Donc, c'était une deuxième naissance du système, si vous voulez, en 1950. Entre 1950 et 1972, je ne sais pas si vous arrivez à suivre à peu près, le Chambre des représentants et le Sénat, c'est eux qui décident. Il n'y a pas de système de paritarisme. C'est les élus nationaux qui décident de ce qui se passe avec le système. Pendant cette période, tantôt ils augmentaient, tantôt ils n'augmentaient pas. Ce n'était pas une indexation automatique. Mais ça a à peu près suivi les salaires. C'est resté à peu près constant par rapport aux salaires. On voit qu'en 1970, c'est à peu près 22%. Et en 1950, c'était à peu près 22% du salaire. Ensuite, il y a eu quelque chose qui ressemble un peu à ce qui s'est fait en France en 1987. En 1972, ils ont décidé d'indexer les pensions sur les prix et pas sur les salaires, et plus sur les salaires, de ne pas suivre les salaires. Et en fait, comme en France, c'était une tentative, c'était fait pour baisser les pensions par rapport aux salaires, pour diminuer les dépenses de retraite, pour baisser les pensions. Mais manque de bol, ce qui s'est passé en 1972, il y a eu quelque chose qui s'appelait le stagflation, où il y a une période où les prix ont augmenté plus vite que les salaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez peut-être de ça. Moi, je me souviens vaguement de ça. Et c'était assez étrange. Hein? Pour les économistes, c'était étrange. Les économistes ne pouvaient pas prévoir une telle... C'était aberrant. Mais l'aberration a duré un certain temps. Et du coup, la pension a augmenté par rapport au salaire très vite, enfin assez vite. Ce n'était pas du tout voulu. C'était parce qu'ils suivaient une règle automatique, bêtement, je dirais. Je rajouterais bêtement aussi parce que parfois on pense que c'est mieux en politique publique d'avoir une règle automatique. Mais parfois, c'est vraiment pas la chose à faire. Parfois, il vaut mieux que les législateurs puissent gouverner, diriger le système en fonction de ce qui se passe. Parce que l'économie n'est jamais complètement prévisible. Alors, donc en 82, la pension était beaucoup plus élevée. C'était à presque environ 38% du salaire moyen. Ils ont réduit un petit peu les pensions en disant qu'il y avait une erreur. C'était pas une erreur. C'est très marrant de lire les récits politiques de l'époque. Ils disent il y a eu une erreur technique.
Et ce n'était pas une erreur technique, c'était voulu pour réduire les pensions et il y a eu un retour de manivelle. Donc ils ont réduit et depuis, ils ont fait quelque chose qui ne s'est pas fait en France. Je ne sais pas si ça pourrait se faire, mais ils ont déconnecté, ils ont fait 2 systèmes d'indexation. Les pensions en cours de paiement sont indexées sur les prix. Donc, ils ont tendance à baisser par rapport au salaire. En cours de paiement, hein, c'est une fois qu'on a commencé à toucher la pension. Mais les salaires qui sont portés au compte, les salaires qui sont utilisés pour calculer la pension, c'est un peu le même système en France. Hein. Les salaires portés au compte, donc pour calculer la pension au début de la retraite, sont indexés sur les salaires. Ce qui veut dire qu'ils ont tendance à se maintenir aux mêmes proportions des salaires. Donc le système est relativement stable maintenant. Alors ça, c'est juste pour l'histoire de l'indexation, mais aussi vous le savez, mais l'importance de l'indexation. Est-ce qu'il y a 0 indexation? Est-ce que c'est sur les prix? Est-ce que c'est sur les salaires? Est-ce qu'il y a une règle automatique? Ou est-ce qu'on laisse gouverner, piloter le système? Où est-ce que j'en suis au niveau temps? Hein? C'est bon. OK. Je te dirai. OK. Est-ce que vous avez des questions, là? Non, ça va. Okay. La pension qui est versée aux enfants, c'est pendant toute la vie des enfants? Non, jusqu'à leur majorité. Jusqu'à la majorité. Mais c'était quand même pour mes quelques amis qui ont eu ça, c'était une aide importante. Oui. Alors, je vais parler des régimes professionnels et revenir à la sécurité sociale à la fin. Je dis régime professionnel, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je veux dire des régimes qui sont liés à l'employeur qu'on a ou à la profession. Avant 1935, donc avant la Social Security, les administrations publiques avaient très souvent des régimes pour leurs salariés. Je l'ai mentionné là parce que la Social Security n'était pas pour eux en 1935. Quand je dis administration publique, aux États-Unis, ça veut dire les villes, les comtés, les États et l'État fédéral. Donc, ce n'est pas que l'État fédéral, hein, c'est toute la panoplie d'instances publiques. Ces régimes étaient et sont généralement contributifs, c'est-à-dire le salarié cotise ainsi que l'employeur. Ils ont été maintenus, ces régimes, qui sont des véritables régimes de retraite, c'est-à-dire versent des pensions, qui sont fonction des salaires. Il y a eu aussi des initiatives syndicales. Je pense qu'il y a des choses qui ressemblent un peu en France. Avant la crise de 29, il y avait quelques mutuelles de syndicats. Ils versaient parfois un capital d'essai, parfois des indemnités journalières en cas de maladie, des rentes d'invalidité, des frais d'obsèques, des pensions pour les veuves. De temps en temps, ils finançaient des maisons de retraite, mais pratiquement pas de pension de retraite. C'était au-delà de leur capacité ça demandait des capacités de financement trop importantes. Ces mutuelles ont à peu près disparu en 29, avec la crise. Ils existaient pour ainsi dire plus. Il y avait aussi des régimes d'entreprise. Avant 1929, c'était surtout des grandes entreprises, pas des entreprises publiques, mais des entreprises qui fournissaient des services publics,
comme le chemin de fer, distribution de gaz et d'eau. Eux, ils ont instauré des systèmes pour leurs salariés. En général, la tradition, c'était que ces régimes n'étaient pas contributifs. Le salarié ne cotisait pas du tout. C'était l'employeur qui finançait tout. Ces systèmes, en général, ont continué à fonctionner après 1929, bien que les employeurs auraient pu les faire disparaître, mais je pense qu'ils voulaient se donner bonne conscience et bonne réputation auprès de leurs salariés. Donc, ils ont maintenu. La tradition, cette tradition-là, les Américains, en France, on dit patronage, je crois, mais aux États-Unis, on dit welfare capitalism. Welfare, ça veut dire bien-être ou assistance ou protection sociale, et capitalisme. Moi, je préfère utiliser la traduction entreprise-providence. C'est-à-dire que l'idée que c'est l'entreprise qui va pourvoir à tous les besoins des salariés. Donc, c'était une certaine tradition aux États-Unis, qui continue d'une certaine façon, même si je pense que c'est moins fort, mais ça continue. En fait, c'est ce qu'on appelle le paternalisme. Une forme de paternalisme aussi, oui, oui. Welfare capitalism, oui, oui, mais c'est quand même utiliser le terme capitalisme, welfare paternalisme, c'est un peu la même chose, oui. Je vais vous faire une petite lecture sur ces régimes de retraite d'entreprise à l'époque. C'est un commentateur de 1922 qui a écrit une description en disant à quel point ces régimes de retraite étaient peu sûrs, en fait. À quel point ils ne garantissaient rien du tout. Et il les décrit de la façon suivante. Si vous restez avec la même société pendant toute votre carrière, si vous ne décédez pas avant l'âge de la retraite, si vous n'êtes pas licencié ou mis à pied pendant une longue période, si vous n'êtes pas privé de prestations comme mesure de sanction disciplinaire, si la société continue à fonctionner, si la société ne décide pas d'abandonner son régime de retraite, vous recevrez une pension à condition que les versements ne soient pas arrêtés ou que la pension ne soit pas réduite une fois qu'elle commence à être versée. Il résume le manque de protection légale, en fait, et à quel point les gens sont à la merci du patron, en fait. C'est le patron qui paye, mais c'est le patron qui régit tout. Avant 1935 aussi, je devrais ajouter qu'il n'y avait aucun régime de branche. Dans le secteur privé, il n'y avait que des régimes d'entreprise. Après la guerre, la donne change pas mal. D'abord, les systèmes d'entreprise deviennent des systèmes complémentaires de la Social Security. Donc, les salariés ont quand même un socle de droits publics, ce qui change quand même la donne. Les syndicats ont acquis le droit de négocier la protection sociale de leurs adhérents à partir de 1949. Donc, ça voulait dire l'employeur ne pouvait pas instaurer un régime de retraite, modifier un régime de retraite, instaurer un système d'assurance maladie sans négocier avec le syndicat. Donc, ça donnait une coloration syndicale souvent. Ensuite, il y a eu quelques régimes de branches qui ont été en fait instaurés par les syndicats. Je pense qu'il faut comprendre aux États-Unis, même aujourd'hui, il n'y a pas d'extension de négociation, d'accord de branche.
Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que quand plusieurs entreprises dans la même branche négocient un accord avec un syndicat, ça ne s'applique qu'aux entreprises où il y a un syndicat. Les autres, ça ne s'applique pas. Donc, c'est que le syndicat qui crée le lien entre les entreprises, en fait. Je pense qu'il y a des raisons historiques à ça. Une des raisons aussi, c'est que les Américains se méfient comme la peste d'organisations patronales. Ils pensent qu'une organisation patronale, ça va commencer à faire de la collusion, créer des monopoles, des oligopoles, des coopérations qui ne devraient pas entre les entreprises du même secteur. Donc, ils n'aiment pas du tout les organisations de branches patronales. Donc, ils sont très faibles. Donc, c'est le syndicat qui crée presque l'organisation patronale pour négocier. Alors, c'est dans certains secteurs qu'il y a eu ça. Ça existe toujours. C'est dans des secteurs très syndiqués qui ont une forte mobilité entre les entreprises. L'exemple type, c'est les BTP. Il y a un régime de retraite pour les... C'est pas pour tous les BTP. Par exemple, un régime de retraite pour les charpentiers dans les États de l'Est. Donc, un endroit où les gens vont bouger beaucoup d'une entreprise à l'autre, comme les BTP en France, d'ailleurs. Et eux, ils ont un régime de retraite et une assurance maladie pour leurs adhérents. Autre exemple, le cinéma. Le cinéma, les gens bougent beaucoup d'une compagnie de production à une autre. Un peu comme les intermittents du spectacle, c'est un peu le même phénomène. Hein. Les camionneurs aussi, où les gens bougent beaucoup. Hein. Donc, ils ont leur propre régime de retraite négocié par le syndicat et une assurance maladie négociée par le syndicat. Les salariés des administrations ont conservé leur propre régime de retraite. Parfois, ils se combinent avec la Social Security. Parfois, ils sont comme des régimes spéciaux. Les salariés du privé, on va le voir, ont perdu beaucoup leur régime de retraite, mais les salariés du public les ont conservés en général. Alors, ça fait des objections dans la presse, par exemple. Waouh, pourquoi les salariés de la ville de Los Angeles, de la ville, auraient des pensions alors que les gens du secteur privé dans la ville n'en ont plus? Il faut les abolir. En plus, c'est les contribuables qui financent. C'est marrant, c'est un système très différent d'ici, mais on entend parfois un peu la même chanson sur ce thème-là. Alors, il y a eu quand même une certaine protection des salariés. C'est un peu mieux que la citation que je vous ai lue là. C'était suite en 1963, la compagnie Studebaker, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Studebaker faisait des voitures. Ça a disparu. Et en 1963, ils ont fermé une énorme usine. Et des centaines de salariés étaient couverts par un régime de retraite. Hein. Ils ont perdu tout droit à une pension. Parce que la compagnie avait fait faillite. Ben, il faut des fonds, il faut des réserves. Et ils n'avaient pas assez de réserves. Alors, il n'y avait pas de protection légale. En 1974, donc beaucoup plus tard, ils ont mis du temps à décider. En 1974, ils ont instauré un système, c'est une sorte de système de réassurance, en fait. Tous les régimes de retraite cotisent quelque chose pour chaque salarié sur le plan national. Et si une entreprise fait faillite, le système finance des prestations pour ses salariés. Donc, les gens sont quand même enfin, c'est pas fantastique, mais c'est plus sûr que ça l'a été.
Alors, sur les transformations des régimes de retraite, je vous demanderai de regarder ce graphique-là. Yeah. Ce graphique, c'est un peu rédhibitoire à premier abord, mais vous allez voir, en fait, c'est vachement intéressant. Ce graphique montre la disparition des régimes de retraite d'entreprise, en fait. Si vous regardez, il y a les régimes de retraite versent des pensions. Est-ce que le terme prestation définie vous dit quelque chose? Prestation définie, cotisation définie. Quand on a abordé la question avec Bernard, on a plutôt utilisé régime par annuité et régime par point. Par point, ok. D'accord. Les Américains et parfois, j'ai vu en France des trucs des textes un peu techniques qui utilisent ces termes. Prestation définie, en gros, ça veut dire que le régime promet un certain niveau de pension, fonction des salaires, un certain taux de remplacement, si vous voulez. OK? Cotisation définie, ça veut dire que le régime ne promet pas un taux de remplacement, il promet simplement un certain financement. Il y aura des cotisations, je ne sais pas, 5% du salaire tous les ans, et vous aurez une pension qui sera fonction de ces cotisations. Donc, c'est coupé du salaire. Ça n'a plus rien à voir avec le salaire. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que les vrais régimes de retraite sont à prestations définies. Ils donnent un certain pourcentage du salaire aux salariés, s'il est fonction de l'ancienneté aussi. Et les autres, je les ai appelés épargne ici, épargne salariale, sont à cotisation définie, c'est-à-dire que l'employeur verse un certain montant sur un compte et ça constitue une épargne pour les salariés. Est-ce qu'on voit ici cette courbe-là? En 1980, à peu près 40% des salariés du privé, c'est les salariés du privé, public, ce serait beaucoup plus. À peu près 40% avaient un régime de retraite. En 1989, ils étaient presque 20%. Donc, ça, il était beaucoup en déclin. Une des raisons de ce déclin, ce n'est pas le seul, mais une des raisons, c'est que le syndicalisme était en déclin. Les syndicats essaient toujours de négocier des régimes de retraite à prestations définies, mais là, il y a eu de moins en moins de syndicats. Donc, de plus en plus, des régimes qui étaient juste proposés par l'employeur, des dispositifs proposés par l'employeur. Alors, ce qu'on... excusez-moi. Oui, pardon. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un changement de législation. En 1981, une des premières choses qu'a fait Reagan quand il est arrivé au pouvoir, c'était de faire instaurer, c'était voté par la législation, des comptes d'épargne individuels qui auraient des exemptions fiscales au même titre que les régimes de retraite et qui étaient mis à disposition des entreprises. Les entreprises pouvaient donc instaurer des systèmes d'épargne pour leurs salariés. Et ils l'ont fait en très grand nombre. Quand je dis épargne, je veux dire que, en fait, ce qui se passe avec ces comptes d'épargne, le salarié, quand on prend sa retraite, le salarié peut liquider le capital. Il a un capital, il a une épargne.
il peut le liquider et le dépenser comme il veut. Si le salarié ou la salariée liquide avant l'âge de 60 ans, il y a une pénalité fiscale. Mais c'est possible de prendre l'argent. Moi, je me rappelle bien que j'avais des amis qui avaient, par exemple, 45 ans, une amie qui a quitté son emploi, elle a pris son compte d'épargne et elle l'a dépensé. Quelqu'un d'autre qui n'avait pas beaucoup d'indemnités de chômage, c'est évident qu'ils allaient dépenser leur... Je veux dire, c'est pas de la retraite, c'est pas de la protection sociale, c'est pas de la retraite. Mais c'est considéré comme ça, comme si c'était par le système fiscal. C'est important à comprendre ça parce que les Américains eux-mêmes utilisent un langage qui prête à confusion. Aujourd'hui, quand les Américains disent pension, ils veulent dire aussi bien le capital dans un compte d'épargne que l'argent qui sort d'un régime de retraite. Ils utilisent le terme pour les deux. Ce qui est là où ça prête beaucoup à confusion, c'est dans le terme fonds de pension, pension fund. Les fonds de pension américains ne versent pas de pension pour la plupart. Ce sont des fonds d'épargne salariale. Et quand on parle en glose en France sur les fonds de pension, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la retraite et ce n'est pas de la protection sociale, c'est autre chose. Et je pense que ça explique peut-être en partie pourquoi les systèmes de retraite ont un peu disparu. Les plans d'épargne sont individuels. Chaque salarié a un compte et chaque salarié décide de l'investissement de son compte. L'employeur lui donne un choix qu'il a négocié avec une compagnie de gestion de fonds. Tant en actions, tant en obligations, comme l'assurance vie en France. Mais c'est individuel. Ce qui veut dire que c'est impossible pour un syndicat d'avoir un mot à dire collectif sur le placement de ces fonds. Il existe des vrais fonds de pension, c'est-à-dire qui financent des régimes de retraite dans quelques secteurs. Dans la fonction publique, par exemple. Dans la fonction publique, par exemple, l'État de Californie a un énorme fonds de pension, mais énorme, qui finance les pensions pour tous les fonctionnaires de l'État, qui est un des plus grands du monde, et où il y a une certaine recherche parfois d'influence politique avec le fonds. Mais ce n'est pas du tout la situation d'un compte individuel d'un salarié du secteur privé. On trouve aussi un aspect collectif un petit peu parfois dans les régimes de branches. Par exemple, chez les camionneurs ou chez le BTP, parfois les syndicats ont certainement un mot à dire sur où est placé l'argent. De toute façon, je dirais simplement, un régime de... Donc, le système américain aujourd'hui, c'est la sécurité sociale, qui est un régime en répartition qui ressemble beaucoup au régime de base en France, et ensuite des systèmes de comptes d'épargne individuelle salariale, avec quelques fonds quand même pour des salariés du public essentiellement. Les régimes d'entreprise sont de toute façon, c'est un système qui est vraiment très très bancal.
je donne par exemple l'exemple de General Motors. General Motors, la compagnie automobile, a des milliers de salariés, mais il en a encore plus qui sont en retraite. Donc il faut qu'ils financent des pensions de retraite pour encore beaucoup plus de gens qu'il y en a de salariés actifs. Une entreprise ne peut pas, même avec des fonds énormes, faire une telle promesse. Donc, en fait, l'entreprise Providence fonctionne très, très mal dans le long terme. Les entreprises, en plus, les entreprises américaines, ont des problèmes pour maintenir l'assurance maladie qui finance. Il y a un système public qui couvre les salariés, les Américains qui ont 65 ans ou plus, qui s'appelle Medicare. Mais pour les gens plus jeunes, soit ils achètent leur propre assurance, soit ils sont assurés par leur employeur. Les employeurs sont très, très embêtés. Moi, j'ai fait un voyage récemment pour discuter avec des employeurs de ça. Très, très embêtés parce que si les salariés veulent partir ou que l'entreprise veut qu'ils partent avant 65 ans, il faut que l'entreprise puisse continuer à payer leur assurance maladie. Et ça fait des frais que l'entreprise peut vraiment difficilement supporter. Ça menace l'entreprise, en fait. Alors, oui. Une dernière graphique, c'est un camembert. C'est un peu plus facile à lire. C'est les revenus de la c'est pour résumer un peu, les revenus de la population âgée de 65 ans ou plus par source de revenus en 2014, donc c'est récent. C'est un petit peu bizarre, ces chiffres sont un peu bizarres parce que c'est les ménages. Or, les ménages n'ont pas d'âge. Ouais. Donc, c'est les ménages dont le mari a plus de 65 ans, si c'est un couple marié. Ce qui veut dire que dans les revenus du travail, que vous voyez, ils sont assez importants, ça comprend des revenus de conjoints qui sont plus jeunes, qui travaillent. Donc, c'est un peu exagéré. Ils sont restés à la maison et que, je sais pas. Non, mais ça y est aussi, par exemple. S'il y a des enfants qui sont majeurs et qui sont restés à la maison et qui ont un travail. Oui, il peut y avoir ça aussi. Oui. Les conjoints, c'est juste plus courant. Les revenus du travail, c'est 32%. Les revenus des pensions du secteur privé, c'est 9,5%. Et des pensions du secteur public, c'est 6,4%. Or, attendez, j'ai quelque part. Il y a beaucoup plus de gens qui touchent des pensions du secteur public, du secteur privé. Donc, ça montre que les pensions du secteur public sont plus généreux ou parfois même le seul pension. La sécurité sociale est la source de revenus de loin le plus important, c'est 33% là. Alors, je voulais juste, pour terminer, dire quelques mots sur l'opinion publique sur la sécurité sociale. Président Bush, le jeune, quand il a été élu, il a commencé une attaque contre la sécurité sociale. Et ce qu'il proposait, il n'y avait pas que lui, mais ce qu'il proposait, c'était de transformer le régime en répartition en un système de capitalisation individuelle, d'épargne individuelle, obligatoire, et géré par le gouvernement, mais obligatoire, de compte individuel d'épargne. Il est revenu à la charge beaucoup de fois.
et il a laissé tomber, il était obligé de le laisser tomber en 2005. Il a cessé d'en parler. De temps en temps, on entend parler de ça maintenant, mais c'est rare. Je pense que c'est... les Américains, à ce moment-là, ils avaient déjà des comptes d'épargne individuels d'entreprise. Donc, ils avaient vu comment ça pouvait faire ça, le yo-yo, les capitaux, comment c'était déconnecté du salaire, et ils ne voulaient vraiment pas que la même chose se produise pour la sécurité sociale. Juste une petite expérience personnelle. À cette époque-là, j'étais à l'Association internationale de la sécurité sociale. Et je me souviens d'avoir été dans une réunion, 2 fois dans des réunions en Pays de l'Est, une fois à Prague. Dans cette période, 2002-2003, et j'entendais des agents des services d'assistance aux pays en développement américains qui discutaient avec des gens des gouvernements ou de la sécurité sociale des pays de l'Est pour prôner, c'était en coulisses, hein, mais pour prônant des systèmes d'épargne individuelle au lieu d'avoir des systèmes en répartition collective. Ça m'avait beaucoup choqué, mais voilà. Je pense qu'il peut y avoir... Hein? Ils les ont convaincus? En partie, oui, c'est vrai. Oui. Et c'était ils agissaient comme agents du gouvernement américain. C'était quelque chose, voilà. Je pense que j'ai fini. Oui, si tu veux. T'as fini? Oh oui, il y a une graphique que je n'ai pas commentée parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est comme ça, c'est clair. C'était dans un moment de... Merci Lucie. Donc, on a vu la difficulté à créer un système universel, sauf à minima. Donc là, il y a déjà un enjeu énorme. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point pendant le petit échange qu'on va faire là. Et puis l'enjeu aussi de l'indexation, qui, comme tu l'as dit, n'est pas étranger à ce qui se fait en France. On vous l'avait dit, hein, pour le régime général, je rappelle qu'il y a une double indexation d'une certaine manière, puisque les salaires portés au compte, c'est-à-dire ceux qui permettent de calculer la retraite du régime général, sont indexés sur l'évolution des salaires, tandis que les pensions du régime général sont, elles, indexées sur les prix. Donc ça existe aussi en France. Pour le régime complémentaire, c'est un peu différent, mais il y a aussi une double indexation d'une certaine manière, puisque vous savez que la valeur d'achat des points évolue différemment des points quand on les liquide. Donc il y a également une double indexation, donc il y a un vrai enjeu sur ces questions. C'est vraiment un point sur lequel il faut être très, très au clair. On prend une série de questions. Vous voulez intervenir? Oui, vas-y, commence. Alors moi j'ai une question concernant ce qu'on peut appeler les régimes complémentaires du secteur public. En fait, ils fonctionnent comment? C'est quoi? C'est Oui, alors en fait, j'ai une question là sur les régimes complémentaires du secteur public. Donc vous avez dit que pour certains c'est des fonds de pension, mais est-ce que les autres qui sont pas des fonds de pension, ça serait c'est c'est par annuité ou c'est par point ou c'est comment ça se passe? Voilà. C'est peut-être un peu tout ça comme c'est fédéral, je sais pas. Une
question sur le taux de cotisation. Comment est-ce que le taux est défini dans le régime général, dans le régime général? On a dit que les pensions étaient indexées. Et comment était indexée? Je vais commencer. Le taux de cotisation dans le régime public, le régime, ils définissent un montant, un certain taux de remplacement. C'est avec un barème qui donne proportionnellement plus au bas salaire. Mais ça donne quand même quelque chose au salaire aussi. Et ensuite, le taux de cotisation s'ensuit pour financer ça. Part du salaire? Oui, ça part du salaire. Plus de taux? Oui. D'accord. Je devrais peut-être dire que pour les gens qui ont des hauts revenus, assez hauts revenus, le fait que les régimes publics, que les pensions sont indexées, est quand même très important, même pour eux. Parce que les régimes professionnels, aucun n'indexe les pensions. Ils n'indexent jamais les pensions. C'est que la sécurité sociale qui indexe les pensions. Donc c'est un avantage qui est important même pour les gens relativement riches. Et pour les fonds de pension, j'aurais peut-être dû être plus définir ce que ça veut dire fonds de pension. Enfin, oui. Moi, je dis réserve financière moi, je distingue deux types de réserves. Les réserves d'un régime de retraite et le capital dans des comptes d'épargne. Parce que c'est deux logiques assez différentes. Alors, une entreprise ne peut pas financer des pensions sans réserve. L'exemple de General Motors, si General Motors n'avait pas de réserve, la boîte aurait fait faillite il y a 50 ans. Il faut qu'il y ait des réserves conséquentes. Donc, c'est des fonds de pension. Et les Américains appellent les deux fonds de pension. Et dans les débats français, on fait aucune différence. Enfin, je pense pas. Mais dans le secteur public, c'est quand même un peu différent. Par exemple, si on prend l'État de Californie, c'est un État qui est énorme. Il y a à peu près 36 millions d'habitants. Donc, c'est plus grand que beaucoup de pays. Donc, leur régime de retraite pourrait fonctionner en répartition. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont des réserves et des réserves énormes. Alors là, je sors quand même le petit schéma que je n'ai pas commenté en plus. Je pense que c'est quand même intéressant de voir que c'est fin 2014. Les 15 premiers fonds de pension dans le monde, ils sont, on regarde salariés concernés, le numéro 1, c'est le secteur public. C'est pour le Japon, le gouvernement du Japon. Le numéro 4, c'est l'État fédéral, les salariés de l'État fédéral américain. Donc, il y a un énorme fonds. Ensuite, il y a le secteur public du Pays-Bas. Il y a les salariés de l'État de Californie. Ce qui m'avait frappé quand j'ai vu ces chiffres, c'est à quel point c'est souvent le secteur public qui a des très, très gros fonds.
c'est en partie, enfin, c'est normal. L'État de Californie, c'est une entité qui est plus grande que n'importe quelle entreprise. Oui. Et le système public, par exemple, pour l'État de Californie, et en général, les systèmes publics, c'est par annuité. C'est toujours par annuité, dans le secteur public. Hein. Oui, mais là, c'est par annuité. Enfin, par exemple, pour l'État de Californie, c'est par annuité, mais par capitalisation. Oui, enfin, oui et non. Je dirais plutôt c'est par annuité, oui, avec des réserves. C'est pas en capitalisation. C'est pas le capital qui détermine le montant des pensions. L'État doit financer les pensions. Il a des réserves qui l'aident à le faire, mais il est engagé à financer les pensions. Alors justement, en fait, c'est-à-dire que c'est comme on dit un réseau salarial, ça serait plutôt du salaire continu ou un revenu différé. Et en gros, un peu comme la retraite par points, comme Macron veut faire pour tout le monde. Ou, c'est-à-dire, en gros, j'ai cotisé, j'ai droit. Donc j'ai cotisé tant, donc voilà, on fait le par rapport à l'espérance de vie, etc. Et puis, ou alors, c'est par rapport au salaire, quoi. Je pense que c'est un peu un mixte. Moi, je dirais. Je dirais le régime de base, le régime de Social Security, là, c'est du salaire continué. C'est pas très élevé, mais c'est quand même du salaire continué. Et il est, donc tu disais, à peu près 35%, et ça, c'est, comment dire, c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'on annonce, ce sera 35 et ce ne sera pas 1% de plus, ou c'est... comment on définit ces 35%? Il y a un barème. C'est le barème. C'est un barème qui oui, c'est ce que tu as dit, qui fonction du niveau, oui. D'accord, ok. Oui. Et il est défini tous les ans, ce barème, ou il est... Non, il change rarement. D'accord, il est fixé dans le temps. Donc ce qui laisse en fait la possibilité à l'épargne individuelle de se déployer en fait. C'est un barème, mais c'est un barème plafond. Oui. Mais vous savez, quand on dit par capitalisation, dans les débats en France, quand on dit on va financer les retraites par capitalisation, à partir du moment où ces prestations définies, pour moi, c'est pas de la capitalisation. Il faut peut-être des réserves, mais on ne peut pas dire que c'est par capitalisation. Capitalisation, ça veut dire qu'on a des réserves et les prestations sont égales aux réserves plus ce qui est gagné avec les réserves. Et c'est pas un système comme ça. Peut-être juste une précision sur les prestations définies dans le cas de la France, qui est un concept que moi j'utilise peu parce qu'il n'est pas très, pour le cas français, il n'est pas très adéquat. On l'a déjà dit ici, on utilise, comment dire, en pratique, il n'y a pas de prestations définies dans le cas français. Il y a un plafond qui est défini, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 50%, la pension de base, c'est 50% du plafond de la Sécu, maxi, voilà. Et puis, mais en pratique, dans le droit, il n'y a pas, la prestation n'est pas définie. Par contre, c'est un objectif politique qui est souvent évoqué, qui est évoqué par les organisations syndicales. On abordera cette question des revendications syndicales le mois prochain. On peut parler d'une retraite qui serait à peu près l'équivalent de 75% de son salaire moyen. Voilà. C'est parfois évoqué également, la prestation définie, dans les promesses, dans l'exposé des motifs ou les promesses politiques pour faire passer une loi. Je vous rappelle, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, ça a été par exemple en 2003, il y a eu toute une négociation
pour savoir, je le dis de mémoire, hein, donc je revérifierai pour la version écrite hein, que je ne me trompe pas, mais du séminaire, on a dit, voilà, le minimum contributif devrait être équivalent à 90 ou 85% du SMIC. Okay, donc là, il y a l'idée d'une prestation définie. Mais encore une fois, en France, la question de la prestation définie, c'est plutôt de l'ordre de la revendication politique. Hein. C'est pas, on n'est pas dans du factuel avec le cas du barème états-unien. Par contre, la cotisation définie, là, pour le coup, c'est plus vrai dans le cas français, puisque là, elle est gelée ou enfin, elle bouge plus, quoi. Ou parfois, elle est diminuée même. Donc, pour le coup, là, elle n'est pas définie, mais bon. Donc voilà, c'est des dénominations qu'on utilise peu hein, pour le cas français parce qu'elles ne sont pas très, très justes. J'ai une question justement, peut-être que d'autres veulent parler avant, mais je sais pas. Parce que tout à l'heure, justement, tu as dit que, en fait, que en tout cas pour le régime général de retraite, il y a donc les retraites en cours, entre guillemets, elles sont indexées sur les prix. Oui. Mais alors... Enfin, était, parce que là, il n'y a rien eu... Moi, je croyais que ça y était plus du tout. Ça y était plus, en fait, qu'elles n'étaient plus indexées. Oui, en 2018, il n'y a plus d'indexation. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une désindexation. Parce que sinon, c'est-à-dire que là, d'accord. Oui, et là récemment, on a appris que peut-être qu'on va réindexer les petites retraites, et puis on ne va pas réindexer les grandes... On va, sur les prix, on va réindexer les retraites en dessous, je ne sais plus, je n'ai pas suivi, 2000 €. On indexe sur les prix, c'est ça. Et puis, par contre, celle au-dessus de 2000 €, il n'y a pas d'indexation. Oui. Mais ça, c'est une nouveauté, hein, ça c'est très très récent, on n'a jamais connu ça encore. Hein. Il y a toujours eu une indexation des retraites. C'est bien la preuve que c'est le nerf de la guerre, hein, cette affaire d'indexation. Hein. C'est très très important. Il faut être clair là-dessus. Alors juste une remarque, comme tu es là, Lucie, moi j'en profite. Si on fait de la politique fiction, bon, il semblerait que le système universel que veut vendre Macron, là, qu'il veut mettre en place, c'est un truc par points ou compte notionnel, mais avec pilotage automatique. Et donc, pilotage automatique... Mais dans le contexte politique qu'on connaît depuis une trentaine d'années, il y a toutes les raisons de penser que ce pilotage automatique, il va... Boeing. Ça va. Boeing. Oui, Boeing, oui, c'est pas le meilleur exemple en ce moment, mais ça va baisser. Donc ça va laisser plus de place pour des produits individuels. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on a à plusieurs reprises avec Bernard insisté sur l'idée que maintenant, là, présentement, pour la réforme qui arrive, l'enjeu n'est pas la capitalisation. Hein. Mais attention, dire que présentement l'enjeu n'est pas la capitalisation, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver dans quelques années, puisque moi je pense qu'un des enjeux c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on va universaliser un système avec la possibilité de le piloter et de baisser le niveau de retraite pour à terme, d'ici une décennie, parce que ça prend du temps cette affaire, déployer des produits en capi. Et ce qui met la puce à l'oreille, mais ça, vous l'avez déjà vu parce que je sais que dans les interventions, ça a été signalé, c'est le fameux plafond. Il y a un plafond de cotisation qui sera à combien? À 10 000 €, c'est ça? Dans le projet, on ne sait pas encore, hein, parce que le projet n'est pas sorti, mais je crois que c'est ça. Hein. Donc ce nouveau plafond serait dévolu à ça. Quoi, un plafond au salaire? Un plafond de cotisation, pardon. Oui. C'est-à-dire qu'on cotiserait sur des salaires jusqu'à hauteur de 10 000 et ça s'arrêterait. Alors c'est déjà en parle. Un plafond au salaire soumis à cotisation. Oui. Ouais. C'est-à-dire que les salaires au-dessus de 10 000 €, en fait, il n'y aurait pas de cotisation. Ceux qui gagneraient plus que 10 000 €. Bon, on parle dans le flou là, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas le texte de loi sous les yeux, mais
Tout ça est lié, quoi. Il faut, je crois. Excusez-moi, j'ai une question de compréhension. Ouais. Parce que là, quand vous parlez, parce qu'en ce moment, donc, il y a un plafond je sais pas, il y a combien mais... Oui, mais c'est 8 fois le plafond de la Sécu, c'est énorme. Donc là, il serait plus élevé. Il serait plus petit. Il serait plus petit. Aujourd'hui, il serait oui, plus petit. Il serait plus petit qu'aujourd'hui. D'accord. C'est combien aujourd'hui? 8 PSS. Yeah. Combien d'euros? Oh, la question, si on est chez Jean-Luc Bourdin, là, c'est quoi? Je sais plus, je l'ai plus en tête, c'est combien 8 fois le PSS? Personne ne sait. Si, on le sait, on l'a dit Vous n'avez déjà. pas Google sur vos téléphones? Je sais plus. Tu couperas au montage. Voilà. Oui, donc merci. ça fait 3 fois 8 pour les Voilà. 8, ça ferait 24 000 €. Voilà, c'est ça. Merci, c'est ça. C'est ce que j'avais en mémoire, mais je n'osais pas le dire. C'est ça. D'accord. 24 000. Plus pour la retraite. Alors avant, maintenant, c'est au-dessus de 24 000. Ah non, aujourd'hui, on va dans le régime complémentaire va jusqu'à la cotisation du régime complémentaire va jusqu'à 8 plafonds de la sécurité sociale. Et là, ça descendrait. Et là, d'après ce qu'on sait pour le moment, mais on ne sait rien, ce serait 10 000 €. Et donc idéologiquement, c'est quoi l'idée? C'est de libérer les salaires importants? Voilà, idéologiquement, l'idée, c'est d'assécher les cotisations sociales et puis de laisser aux très hauts salaires plus de revenus pour les placer sur des produits individuels. Je pense, je ne vois pas d'autres raisons. Puisqu'on pourrait très bien imaginer, comme le fait Bernard et Réseau Salariat, des niveaux définis de retraite, en passant par des épreuves de qualification, etc., mais qui seraient financés sur la base d'une cotisation sociale qui, elle, serait soit sur la totalité du salaire, soit sur la valeur ajoutée. Je ne reviens pas sur le débat qu'a proposé Bernard sur ces questions-là, mais là, pour le coup, tu vois bien que la cotisation serait sur la totalité du salaire. Mais c'est lent, mais je pense que les changements de comportement, la mise en place de comptes individuels peut être très très rapide. C'est pas une fois le système déclenché, ces changements-là, je peux faire très très rapide, je pense. Oui, merci. Alors justement, et alors c'est pour ça, je voulais juste, c'est bien que tu le dises. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je vous disais immédiatement, présentement, l'enjeu n'est pas la CAPI, mais bien sûr l'enjeu est idéologique puisqu'on crée des comptes individuels. Hein, on fait croire qu'on a une retraite qui est une épargne alors que la retraite est un salaire continué sur la base d'une mutualisation qui, en l'occurrence, est une mutualisation qui s'opère à un niveau national. Donc c'est un truc qui est très très large, très collectif. Il faut le rappeler constamment. Oui. C'est quoi le salaire moyen aux États-Unis? C'est plus élevé ou moins élevé? Plus élevé, c'est plus élevé, nettement plus élevé. J'ai quelque part, j'ai pas Google, mais j'ai un papier. Environ 6 000 dollars. Ouais, dollars. Donc c'est 5 000. C'est un peu moins en euros. En euros. 2003, 2003, 2005. Il faudrait plutôt peut-être comparer avec le salaire brut, là. Le salaire brut moyen, ici. Ah oui, puisqu'il n'y a pas de... Oui, parce que derrière, il faut payer... Oui, enfin, il y a beaucoup de choses.
pas ou peu de transport en commun, d'éducation universitaire payante, beaucoup de choses que les gens, les gens doivent assumer. La santé est très chère, même si on est assuré. Je sais pas. Et le taux de chômage actuellement aux États-Unis? C'est très bas, c'est genre 5-6%. Quel âge de départ à la retraite? Pour la sécurité sociale, c'est 62 ans. 62 ans au plus tôt. Si on attend, la pension augmente. Donc si on attend, on liquide à 67 ans, on a beaucoup plus que si on liquide à 62 ans. Mais les régimes d'entreprise, traditionnellement, ils étaient beaucoup plus les gens pouvaient partir plus tôt, souvent. Parce que les employeurs parfois ils voulaient pas garder les salariés plus âgés. C'est pas forcément le même âge. Oui, donc quand vous mettez la, excusez-moi, mais pension sociale, sécurité, pension soit moyenne sur salaire moyen entre 40 et 2013, c'est quel que soit l'âge de départ à la retraite. Hein, oui. Oui, c'est tous les retraités. Oui, donc la moyenne pour les gens qui partent plus tard, ça sera plus élevé. Excusez-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de retraités qui travaillent pour leur retraite, qui font un complément aux États-Unis? Est-ce que les gens travaillent? Oui, parce que... Est-ce qu'ils font des compléments de revenus? Oui, il y a énormément de retraités qui travaillent. Tu nous as coupé le truc avec ton camembert parce qu'on croyait justement que les 32% c'était des revenus des retraités. Et donc tu dis c'est les conjoints, mais bon, il y a... C'est pas que les conjoints. C'est pas que les conjoints. Les retraités sont nombreux à travailler. Mais ce que je comprends pas. Pardon? Sur la population totale. Je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres. Ce que je comprends pas quand même, pourquoi vous dites que c'est quand même le taux de remplacement là, il est faible. Il est faible. Donc je vois pas pourquoi vous dites qu'il est quand même populaire. Pourquoi il. Je sais pas, ce que je comprends pas, pourquoi les. J'ai du mal à m'exprimer, mais pourquoi pourquoi ils veulent pas, pourquoi ils revendiquent pas des meilleures pensions? Bah oui, des meilleurs barèmes. Parce qu'il n'y a plus de syndicats. Oui, bon, bah ça va. Mais on est d'accord que ça, c'est l'équivalent de notre pension de la pension de base. Il n'y a pas eux, il y a aussi en plus les complémentaires qui seraient des... Oui, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Oui. Et si vous regardez le camembert, vous voyez que c'est peu. Les pensions du secteur privé c'est peu comparé à la sécurité sociale. Oui. Je vous ai pas donné des chiffres sur les disparités, mais pour le 20% de la population le plus pauvre, donc le 5e des gens les plus pauvres, 80% de leurs revenus, c'est le régime de base. Donc, pour beaucoup de gens, quand même, c'est la ressource principale de revenus. Le fait que ce soit indexé, c'est important aussi, parce que les gens savent que ça va suivre au moins les cours l'inflation. Donc ça le rend populaire aussi. Pourquoi est-ce que c'est populaire? Pourquoi est-ce que c'est populaire?
Je ne peux pas vous répondre. Pourquoi est-ce que c'est populaire? Mais ça l'est. Ça l'est. Je sais que... En fait, en gros, c'est... Hein? Parce que là, quand vous dites... en fait, ce que vous dites, c'est-à-dire que les jeux... Enfin, remarquez en France aussi, hein, les jeux, la plupart des jeunes vont être dans une logique de revenus, quoi, pas dans une logique de salaire concernant les retraites. Là, ce que vous avez dit, pour ceux qui ont... pour les 20% les plus pauvres, donc les pensions, là, ça fait 4... ça représente 80% de leur salaire. Enfin, de leur salaire qu'ils avaient avant. C'est ça? De leurs revenus. Non, de leurs revenus. Ah, de leurs revenus, oui. Donc voilà, on est vraiment... Ah oui. Oui, donc c'est-à-dire qu'on est... c'est pas... De leurs revenus, oui. Mais c'est un pays où il y a... 80... Il y a plus de disparités salariales qu'en France, quand même, je pense. Mais, alors moi, ce que je comprends pas, c'est que, oui, mais alors le fait que ça soit 80% de leurs revenus, d'accord. Mais, enfin, j'ai du mal à... Ce que je veux dire, c'est que... Parce que là, ce que vous dites, que c'est 80% de leurs revenus. Mais en fait, je pense qu'en France, pour la plupart des retraités, leur retraite, c'est à peu près ça. C'est plus ou moins 80% de leurs revenus. Enfin, sauf ceux, évidemment, ceux qui sont très riches, en effet, c'est pas 80%. Mais non, mais moi, ce que je voulais, en fait, ma question, c'était pas ça. C'est plutôt... parce que non, c'est plutôt parce que là, en fait, bon, comme j'ai dit, vous avez dit, le taux de remplacement est faible. Donc, en fait, ce que je comprends pas, pourquoi il n'a jamais été plus fort. Non, mais je veux dire, oui. Non, en fait, ma question, c'est pourquoi les jeux... C'est le schmidblick. Non, mais... Non, mais... Parce que là, il y a... Enfin, je veux dire, pour eux, c'est pas... Enfin, pour eux, que le taux de remplacement soit si faible, ça les choque pas, quoi. Vous dites que c'est très populaire, etc. Oui. Ça les choque pas que le taux de remplacement soit si faible. Non, parce que dans un Non. moment, les avions sont appréciés. Mais Lucie a donné... Un système simplement individualiste, etc. Voilà. On a 20% qui viennent de la solidarité, les 20% sont d'autant plus appréciés. Il me semble que c'est un peu logique. Bon, évidemment, s'ils pensaient pouvoir obtenir 40%, mais ça, il faudra qu'ils déménagent, qu'ils viennent en Europe. Je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, Lucie a déjà donné quelques éléments de réponse. Tu as un système qui est quand même créé dans un moment d'adversité assez dingue, hein, qui est une crise qui dure plus de 10 ans. Donc ça, c'est des choses qui restent dans un inconscient, une mémoire collective, comme on disait dans les années 20 en sociaux. Donc c'est des choses qui restent. Et puis le deuxième élément de réponse que tu as donné, c'est que les gens ont aussi fait l'expérience de la variabilité de l'épargne individuelle. Et ils ont vu que même si c'est petit, hein, même si c'est un tiers, c'est quelque chose qui est solide. Et qui en plus, c'est le seul droit, semble-t-il, qui est mutualisé au niveau de tout le continent, enfin de tout le pays. Hein, une dimension quasi nationale, tu disais. Donc voilà, les hypothèses qu'on peut faire pour répondre à ta question. C'est petit certes, mais c'est pas négligeable. Et pour le coup, le seul droit qui fédère toute une nation qui est loin d'être fédérée. Tu voulais intervenir, oui? Je veux revenir sur le ratio qui disait que sur le dernier décile, non, 20%, les pauvres, 80% de leurs revenus viennent de la retraite, de la sécurité sociale. Mais quels sont les 20% autres? Parce que moi j'ai l'impression qu'ici, les gens qui se croient dans les 20% et plus bas, 100% de leurs revenus à la retraite viennent de la sécurité sociale. Oui, non, il y a des aides sociales. Il y a des... Oui, il peut y avoir de l'assistance. Il y a des... En France, il y a un revenu du conjoint. Oui, ça peut être travailler un petit peu. Travailler un peu, revenu du conjoint, assistance sociale, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
placements. Non, Non, genre 20% du bas, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de placements. Hein. Yes, question. Quand on voit quand on voit le succès du système de retraite du coup dans l'opinion publique et en même temps le coût de la santé qui détruit pas mal, qui crée pas mal de faillites personnelles aux États-Unis, comment on explique qu'il n'y ait pas une tentative plus grande de mettre en place un système d'assurance maladie beaucoup plus massif et pas seulement centré sur les plus vieux, les plus pauvres, mais vraiment généralisé à l'ensemble de la population? Parce qu'il faudrait qu'il soit fédéral et que je pense que les Américains n'aiment pas ce qui vient d'eux. Oui, mais ils en ont peut-être marre d'avoir des faillites personnelles liées à des frais de santé. Enfin, c'est énorme. Là, ils disaient que c'était presque la moitié des faillites personnelles qui sont liées à des frais de santé. Donc, c'est quand même un... Pardon? Oh, des faillites personnelles, ouais. oui. Oui, national, ce qui fait que tu n'as plus du tout de sous et tu te retrouves, j'imagine que ça correspond à une situation de surendettement. Ah, vous avez... Je pense, en fait, je pense que la réponse, une partie de la réponse, c'est le désastre politique de 1965. En 1965, Johnson a mis en place le système pour les vieux, Medicare, et un système public pour les pauvres qui s'appelle Medicaid. Et en ayant fait ça, je pense, enfin, c'était pas forcément son intention, hein, mais en ayant fait ça, il rendait très difficile d'instaurer un système pour tous. C'est un peu comme en France, les ALD créent un problème aussi. Enfin, c'est pas du même ordre, mais que les gens qui ont une maladie chronique soient pris en charge, ça rend moins grave des réductions de remboursement par la sécurité sociale. C'est un peu le même type de phénomène. Actuellement, il y a des mouvements pour une assurance nationale. Hein. Il existe aujourd'hui des mouvements, notamment une partie des syndicats. Et puis Bernie Sanders, enfin, il y a des hommes politiques aussi qui se battent pour ça. Ça va être très intéressant de voir ce qui se passera. Je pense que c'est très difficile, très difficile à mettre en place. Parce qu'il y a tous les intérêts des compagnies d'assurance qui couvrent, et pas que les compagnies d'assurance, aussi le système américain est le système extrêmement coûteux et qui rémunère le mieux les médecins, tous les acteurs des soins. Et les compagnies c'est une manne pour les compagnies pharmaceutiques. Donc il y a des intérêts en place très forts, très forts. Donc c'est pas évident. Quand même, dans les discussions, j'ai discuté avec des syndicalistes récemment là-dessus aux États-Unis, de l'assurance maladie, des gens du patronat aussi. Et parler de ce qui s'est passé avec Trump. Trump a essayant de couler ce qu'a fait Obama, l'administration Obama. Et tous, ils ont dit qu'il y a eu quand même un changement psychologique. Qu'avant la réforme Obama, il y avait beaucoup d'Américains qui considéraient que l'assurance maladie, c'était pas un droit. C'est quelque chose qu'il fallait avoir gagné ou mérité. Et que maintenant, il y a vraiment eu un changement de vision de ça. Il y a aussi, très concrètement, la réforme Obama, il n'a pas du tout résolu tous les problèmes, mais il y a une chose qu'il a fait qui était très importante, c'est qu'il a interdit aux compagnies d'assurance de refuser d'assurer quelqu'un ou d'augmenter le prix pour les gens qui ont un problème de santé. Ça, c'est
ça, c'était respecté. Et ça, c'est vraiment une révolution. Et enfin, les gens à qui j'ai parlé, aucun ne pensait que les gens accepteraient de revenir en arrière sur ces points-là. Donc, c'est pas l'assurance sociale, hein, mais c'est quand même un progrès important. Merci, Lucie. L'exemple de la santé me permet de faire un peu de pub, parce que comme c'est un séminaire où on donne des conseils de lecture aussi. Alors je sais très bien que le séminaire porte sur les retraites et on vous a donné les références de Bernard, de moi-même, et puis de Lucie dans le dernier mail qu'on vous a envoyé. J'avais mis l'ouvrage Les retraites aux États-Unis qui était paru à la dispute, c'est en 2000 je crois. Oui. Et là, plus récemment, ce mois-ci, justement, donc, on parlait de la santé sur l'hôpital. Vous avez un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Raison d'agir, qui est une très très belle synthèse. Ça s'appelle la casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public. Et pour ceux qui s'intéressent à ces questions, c'est très bien. On voit tout l'ensemble de la réforme, hein, depuis une trentaine d'années de l'hôpital et du monde de la santé en France. C'est Juvent, je ne sais pas bien prononcer son nom, Pierre-André Juvent, Frédéric Pierru qui est connu, qui est chercheur au CNRS, et puis une jeune sociologue qui s'appelle Fanny Vincent. Donc c'est très très bien, ça vient de sortir, je viens de le lire. Et pourquoi c'est intéressant aussi du point de vue du séminaire retraite? Eh bien parce que on retrouve les mêmes thématiques réformatrices, on retrouve la même logique, réduire un droit général pour laisser éventuellement se déployer d'autres modalités plus individuelles. Donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait intéressant de faire des liens. Et la deuxième chose que je voulais vous dire avant de vous quitter, il nous reste donc 2 séances. En juin, avec Bernard et moi, on essaiera enfin on va pas essayer, on va le faire, de revenir sur tout l'ensemble revendicatif réformateur. Enfin, moi, j'insisterai sur 20 ou 30 ans de revendications syndicales, hein, des plus grandes confédérations, pour montrer les idéologies en présence, si vous voulez. Et puis, avec Bernard, on essaiera de faire une synthèse de ces 30 années de revendications pour voir comment on peut se placer intellectuellement par rapport à ça. Donc ça, c'est l'enjeu pour juin. Et en juillet, alors en juillet, ce sera très free. On va revenir... bon, pour ma part, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu anthropo. Je ne sais pas encore, mais j'ai une petite idée. Et avec Bernard, on reviendra sur qu'est-ce qu'un retraité, qu'est-ce que le travail, etc. Donc ce sera la synthèse, hein. Mais plus... j'ai envie de dire, le mot est pas péjoratif chez moi, plus philosophique peut-être en juillet, voilà, en guise de conclusion. Voilà. Donc merci, et puis au mois prochain. On se prépare là.